Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous poursuivons notre débat sur la question de la restitution. Cette question qui est de plus en plus soulevée par les Africains ainsi que les Afro-descendants. Alors aujourd'hui, je co-anime avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Bonjour, mon âme. Avec nous sur le plateau, l'eurodéputé Frank Engel. Bonjour. Bonjour. Et l'homme d'affaires philanthrope Syndicat Dokolo. Bonjour. Bonjour. Alors, lors de notre précédente émission, nous avons abordé la question de la restitution, nous avons abordé le cas de la Belgique, de la France. Monsieur Dokolo, vous êtes connu comme étant un collectionneur d'art africain. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre passion, vos motivations ? En fait, c'est intéressant. On est ici à Bruxelles et j'ai découvert un peu, j'ai baigné dans l'art chez un de mes tontons, qui était un grand ami de mon père, qui s'appelait Jean Cambier, qui habitait à Waterloo, une maison magnifique, qui était une espèce de cabinet de curiosité. Là, il y avait énormément d'art africain, art de Moyen-Âge, etc., etc. Et donc, comme enfant, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et puis, lorsque je suis allé en Angola, à la fin des années 90, j'ai été assez frappé par la vigueur de cette vie culturelle, de cette vie artistique et de cette scène artistique. Et tout ce que j'avais vécu dans ma jeunesse est un peu remonté à la surface. Et donc je me suis passionné pour l'art, j'ai développé une collection et j'ai décidé de créer une fondation dont l'objectif est d'exposer la création africaine au public africain, intégrer l'Afrique dans les circuits du monde de l'art et améliorer aussi la connaissance que les Africains ont de leur propre dimension historique et valeurs culturelles et artistiques. Ce syndicat, quelle est la première préoccupation, par exemple, d'un acheteur d'art en venant vers ces produits? On vient avec quel esprit? L'esprit donc mercantile, philanthrope, ou bien tout simplement de diffuseur? Pour ceux qui se contentent d'être des collectionneurs, j'imagine qu'on développe un goût d'abord, ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on découvre, c'est tout un processus de séduction presque, et puis d'apprentissage. Et effectivement, l'idée de la valeur marchande des œuvres est aussi un élément important dans le collectionnisme, et notamment dans le cas de l'art africain, que ce soit l'art contemporain mais aussi l'art classique. J'aime pas quand on dit l'art primitif, moi je l'appelle l'art classique parce que je pense qu'il mérite ses lettres de noblesse. La dimension justement de la valeur marchande est très importante et on constate, c'est très intéressant, que lors de ces 10 dernières années, 15 dernières années, il y a eu une augmentation de la valeur des œuvres d'art et on le voit notamment dans les maisons de vente aux enchères par exemple, qu'on peut mettre en perspective avec la croissance africaine et aussi l'apparition de nouvelles collections et institutions culturelles africaines. Donc c'est très encourageant de ce point de vue-là. Vous êtes connu pour avoir eu des positions assez fermes et tranchantes en ce qui concerne la question de la restitution. Est-ce que face à l'eurodéputé M. Frank Engel, vous pouvez un peu nous expliquer quelle est votre position? Mais en fait, c'est pas une position... J'en ai lu quelques-unes d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas une position sur le thème général, parce que je pense que c'est un thème qui est éminemment complexe, et donc il faut prendre avec beaucoup de précautions et surtout avec beaucoup de rigueur. Donc je parlais d'un cas spécifique, qui n'était même pas d'ailleurs le cas de la restitution ou non de certains objets, c'était de la réponse qui avait été faite par un représentant du gouvernement français à un représentant du gouvernement béninois. Et je trouvais qu'il était les arguments évoqués et la forme de la réponse était, de mon point de vue, inappropriée et inacceptable. Et donc, à l'époque, j'avais 4 objets de ma collection, donc 4 œuvres d'art gabonaises, 2 fans et un kota et 2 pounous, donc ça fait 5 en tout, que le musée du Quai Branly m'avait demandé de prêter à l'occasion de la magnifique exposition qui a eu lieu l'année dernière. J'avais accepté et donc en signe de protestation, j'ai annulé le prêt. C'était évidemment symbolique. J'en ai été très triste parce que d'abord je pense que le musée du Quai Branly fait un travail qui est extraordinaire, qu'il y a des équipes qui sont vraiment engagées pour une cause qui me passionne. Mais je pensais que c'était important que sur cette question particulière, on laisse l'espace du débat. Je pense qu'aujourd'hui, la relation entre
le Nord et le Sud, entre les pays ex-colons et les pays ex-colonisés, mérite qu'on redéfinisse un nouveau cadre, un nouveau type de relation autour duquel on peut débattre respectueusement de ces questions-là. Ok, avant d'aborder le sujet avec M. Frank Engel, je vous propose de suivre ce court extrait. Et moi, je pense qu'à terme, il faudra rapatrier, que ce soit les biens culturels qui se trouvent ici ou dans d'autres musées. Vous avez bien les Grecs qui demandent le retour des frises du Parthénon. Vous avez plein de cultures qui demandent que les biens culturels qui ont été, entre guillemets, certains vendus, entre guillemets, donnés, ou alors pillés carrément par, on va dire, l'Occident, il y a 2-3 siècles, je ne sais pas très bien, ça dépend des contrées. Je pense qu'à terme, il faudra les rendre. Je n'ai pas dit demain, mais vous savez, quand vous faites un échange avec quelqu'un, que c'est un marché de dupes, eh bien, il faut réparer. Même s'il y a eu des complicités chez les peuples qui ont cédé, il y a de tout. Mais je crois qu'à terme, il faut rapatrier. Je n'ai pas dit demain, surtout dans nos pays encore instables. Et à terme. Dans une précédente émission, M. Engels, vous vous êtes exprimé justement sur ce problème de restitution ou bien tout simplement d'échange. Et vous avez même été dur, vous avez parlé de pillage de l'Afrique concernant ses œuvres et tout. Et face à M. Dokolo, qui a aussi... Il a parlé de pillage de musées. De musées, voilà. Et face à M. Dokolo, qui non seulement est acheteur, africain, qui a une autre vision, que pensez-vous lui répondre ou bien lui dire? Je pense toujours la même chose. Je suis d'avis que il y a eu des transferts d'œuvres d'art de tous les temps qui étaient plus ou moins légitimes. Quand Napoléon s'est promené à travers l'Égypte et on a ramené des éléments qui aujourd'hui décorent encore d'importantes places à Paris, je peux imaginer que des Égyptiens ressentent cela comme une désappropriation également. Et la même chose est vraie pour les Grecs, la même chose est vraie en Iran, la même chose peut être vraie pour les pays du Nord par rapport à certains musées à Copenhague actuellement. Mais je suis foncièrement d'avis qu'étant donné que par rapport à l'Afrique subsaharienne, au cours du dernier siècle, il y a surtout eu le phénomène de la colonisation assorti de ce que je continue d'appeler le pillage du continent et de ses ressources, qui d'ailleurs continue sur un autre ton, et avec les mêmes complicités. Je suis d'avis qu'il est une revendication tout à fait normale et légitime que ce qui a été enlevé de l'endroit où ça doit légitimement être doit normalement y retourner. Sachant que ça peut être juridiquement très difficile, mais sachant aussi qu'avant tout, il faudrait que nous nous entendions politiquement là-dessus. Ce n'est pas le Parlement européen qui les décidera, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes ni en possession, comme Union européenne, d'un grand nombre d'œuvres d'art, ni n'avons-nous de musée, ni n'avons-nous eu de colonies. Mais vous votez les lois. Oui, les lois européennes. Ceci ne sera très vraisemblablement pas une loi européenne, mais ça devrait être des raisonnements nationaux pouvant déboucher sur des lois. Mais je voudrais surtout que, politiquement, l'on s'entende. Et cela concerne surtout les anciens pays colonisateurs et les pays africains concernés. Monsieur Dokolo, vous avez des cas concrets de restitution par rapport aux différentes actions que vous avez entreprises? Oui, en fait, comme ma fondation est basée à Luanda, en Angola, j'ai eu l'occasion de travailler sur le musée de Dundo. Comme moi, je suis un passionné. Vous savez qu'il y a beaucoup de peuples en fait qui sont transfrontaliers. Et en l'occurrence, la civilisation Chokwe, on la retrouve au Congo, en Angola, jusqu'en Zambie. Et donc, il y a le grand musée des civilisations Chokwe de Dundo, dans la province de Lunda Nord, qui fait frontière avec la RDC. Là où la grande spécialiste des civilisations Chokwe, Marluce Bastin, a passé des décennies à écrire et à faire des recherches. Et j'ai visité ce musée il y a quelques années avec mon ami Didier Claes, qui est un marchand de la place de Bruxelles qui est bien connu, d'art classique. Et à notre grand étonnement, le musée avait été complètement réhabilité par le gouvernement angolais. Donc c'est vraiment un musée qui, de ce point de vue-là, est très intéressant, qui parle de l'histoire, de la culture Chokwe, etc., des rites. Et on a recherché donc tous les objets d'art, tous les chefs-d'œuvre qui avaient été à une époque dans le musée. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus aucun.
Et donc on a décidé, donc, au niveau de ma fondation, d'essayer de trouver un système pour essayer de faire rentrer ces œuvres. Et c'est là où justement je me suis rendu compte de tous les différents systèmes qui existaient. Il y a le système de la frise du Parthénon, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, si on va voir le nouveau musée de l'Acropole, on se rend compte qu'il y a des parties entières de la frise qui sont en plâtre blanc. Et quand j'ai amené mes enfants, mon fils Ndécha, le petit dernier, qui avait 6 ans ou 7 ans à l'époque, a demandé donc à la dame qui nous a visité, mais pourquoi est-ce que c'est aussi mal réhabilité? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? La patine, elle est très mauvaise, on dirait du plâtre blanc. Et elle a dit, cette phrase extraordinaire, elle a dit, c'est pour que chaque petit enfant grec qui vient ici se rappelle que les Anglais nous ont volé un patrimoine fondamental de notre histoire et qu'on n'abandonnera jamais ce dossier-là, même si ça doit durer 1000 ans. Et je me suis dit, bon, nous, on est un pays émergent, on n'a pas 1000 ans. On est aujourd'hui en train de se projeter dans le 21e siècle. On a besoin de ce pan fondamental de notre histoire, de se le réapproprier ou en tout cas d'y avoir accès. Et donc c'est là où j'ai regardé, j'ai étudié plusieurs systèmes, les rois d'Ifé, même j'ai parlé avec le responsable, le président du Congrès mondial juif, sur la fameuse toile de Gustav Klimt qu'ils ont racheté pour des dizaines de millions de dollars. Et on a trouvé un système finalement, là où on a fait un travail. Et je voudrais remercier mon équipe qui est basée à Bruxelles justement pour identifier toutes les pièces qui ont déjà appartenu au musée, arriver à repérer dans le marché là où ils auraient pu apparaître ces 20 dernières ou 30 dernières années. Et on fait une proposition en fait à leurs propriétaires ou dépositaires ou acquéreurs de les indemniser. C'est-à-dire qu'on ne leur paye pas le prix marchand qui, comme je l'avais dit, aujourd'hui atteint des sommes astronomique. Vous savez qu'une statue de Chibinda Ilunga, qui est le héros mythique fondateur de la civilisation de Chokwe, ça coûte peut-être 20 ou 30 millions de dollars. Il y en a peut-être 6 ou 7 en main privée. Il y en avait 2 en Angola, il en reste 0. J'ai pu racheter par exemple un masque Monapo qui était en train d'être vendu 600 000 € et on l'a racheté pour un dixième de ce montant-là parce qu'effectivement on a adapté un système en disant voilà, l'objet est là, voici les preuves, on a les avocats qui sont là et vous avez le choix. Soit vous êtes classé au rang des pillards de l'Afrique, soit on vous indemnise et vous avez l'opportunité de venir en Angola le rendre. Et c'est très important la question de la restitution parce que ce qui est important, c'est pas seulement à qui ça appartient légitimement. Aujourd'hui, la vraie question, c'est un musée comme par exemple un musée très important comme le musée de Tervuren qui détient peut-être 90% de notre histoire à nous Congolais, ou 90% comme on dirait en Belgique. Le problème, c'est pas est-ce que les pièces doivent rentrer, est-ce qu'on est content ou pas que ce soit un hommage au roi Léopold II qui est connu comme il est connu dans l'histoire du Congo. La question, c'est quelle est la responsabilité de ce musée du fait qu'il détient 90% de notre histoire à un moment là où le Congo a tellement besoin de se retrouver par rapport à ses origines pour se projeter dans un nouveau siècle. Et je crois peut-être que c'est une manière plus constructive d'aborder la question plutôt que de dire on rend ou on rend pas. Non, je trouve ça précisément la bonne approche, parce qu'à la fin du compte, un patrimoine artistique, culturel comme celui qui se trouve au musée de Tervuren projette, quelque part où ça n'apparaîtrait pas dans d'autres circonstances, l'être congolais, l'histoire congolaise, l'identité congolaise, tout ce qui va avec, et ça peut servir comme un facteur formidable de promotion. Alors que je crains que, même si promotion objective il peut y avoir, actuellement, pour les raisons que nous connaissons, rares seront les Congolais qui bénéficieront de cette promotion de leur patrimoine à travers un musée qui se trouve à Bruxelles, ce qui pose d'autres questions d'ailleurs. C'est vrai. Mais j'apprécie beaucoup la façon dont vous avez opéré par rapport à des objets que vous avez pu tracer. Lorsqu'il est possible d'établir que ça ne devrait pas nécessairement appartenir à celui qui l'a en main actuellement, et qu'il se l'est très vraisemblablement approprié de façon assez favorable pour lui, qu'on lui montre les instruments, oui. Mais là, si je peux juste préciser, il s'agit d'un cas très spécifique, là où c'est des objets qui faisaient partie du patrimoine d'un musée public angolais et qui sont retrouvés sur le marché privé. Donc de ce point de vue-là, le droit en la matière est très clair et donc on arrive à faire prévaloir les droits du musée angolais sur ces objets aujourd'hui. Alors maintenant, effectivement, peut-être le droit, les lignes doivent bouger et donc le droit doit évoluer peut-être pour arriver à embrasser d'autres cas spécifiques parce que lorsqu'on parle du Quai Branly, on parle des objets d'art et des objets cultuels
qui était dans le musée du roi Béhanzin, qui a été donc victime d'un saccage à la suite d'une expédition punitive d'un général français à la fin du 19e siècle. Il ne s'agit pas, par exemple, de l'ensemble du musée du Quai Branly ou du palais des... Parce que c'est Afrique et Océanie et tout ça. Exactement. Avant de continuer, je vous propose de regarder ce deuxième extrait. Quite a few African students undertake training at the RMCA. One of the training courses uses the fish-based database for the taxonomy, classification and description of African fish. By sharing knowledge, supporting research and developing databases, the RMCA makes a substantial contribution to strengthening the capacity of African institutions. En tant que linguiste, et ici au musée au MRAC, évidemment, nous nous concentrons sur les langues africaines. Et puis comme il s'agit de plusieurs familles de langues, on est plutôt formé, de par l'histoire du service, sur un groupe que l'on appelle les langues bantoues, et qui vont du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud, pour parler simple. Et donc l'idée est de travailler sur ces langues, que ce soit de la description, donc de langues qui sont évidemment parlées, qui existent, mais dont on n'a pas forcément de documentation, ou alors la comparaison des langues. Et alors la comparaison des langues sert à établir une histoire de ces langues. Monsieur Engel, justement, on se rend compte qu'il y a quand même un rôle scientifique au niveau des musées en Europe. Pensez-vous que par rapport à cela, les Africains devaient être plus indulgents au niveau de l'Europe en ce qui concerne la question de la restitution? Non, je ne pense pas que ce soit une question d'indulgence. Moi, je souhaiterais que ce soit une question de gestion raisonnable d'un patrimoine, dont des éléments se trouvent actuellement en un endroit qui n'est pas celui de leur création. Hein, pour essayer de le formuler de façon complètement détachée. Il peut y avoir rayonnement de l'art, de l'identité, de la réalité africaine en Europe aussi. Et ce serait peut-être bien qu'il y en ait. Mais en même temps, il est vrai qu'en Afrique, il faut aussi que l'on réussisse, à l'heure de l'émergence, une reconstitution des bases de cette existence contemporaine. Et ça peut évidemment vouloir dire que l'on voudrait récupérer certains pans de ce qui a été, par un moyen ou par un autre, à travers le passé, transporté ailleurs. Donc, je ne voudrais pas qu'en principe, en Afrique, il y ait un sentiment « il faut absolument tout récupérer maintenant parce que les salauds nous l'ont volé ». Tout comme je ne voudrais pas qu'en Europe persiste cette attitude que l'on a déjà vue par rapport à des œuvres égyptiennes, grecques et autres, de dire enfin écoutez, tout ça c'est de l'histoire ancienne, maintenant c'est chez nous et c'est très bien et on en reste là et c'est le patrimoine de l'humanité. Parce que oui, c'est le patrimoine de l'humanité, mais ça vient de quelque part. Et là d'où ça vient, ça peut avoir une signification que nous mesurons mal à Berlin ou à Anvers ou je ne sais pas où. Surtout la signification spirituelle, c'est important. Voilà, il y a cette dimension spirituelle. On va regarder justement le dernier extrait en fait. On est à l'intérieur du masque, Francis. Les danseurs, les jongleurs de l'histoire, joués et recréés sans cesse sur la scène de leur histoire particulière. Nous venons chacun de nous d'un éternel silence qui précède la rencontre de nos parents. Regarde, Francis, regarde. On dirait qu'ils dansent. Nous sommes tantôt celui qui reste sous le pas de la porte, tantôt celui qui s'en va. Nous sommes en permanence les deux à la fois. Il y a toujours quelqu'un qui te ressemble et reste sous le pas de la porte. Je viens chercher le masque. Mais pourquoi est-ce qu'il est tellement important, ce masque? C'est mon père, ma mère, mon sang, ma patrie. Ce masque est tout ce que j'ai. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation est de plus en plus tendue au ministère des Affaires. L'armée est sur le pied de guerre et comme vous le savez, les 40 000 jeunes sont prêts à sacrifier leur vie. Le discours royal n'a visiblement pas débloqué les choses et maintenant, un homme aux origines non identifiées a pris 2 gardiens en otage et réclame le masque. Alors, Monsieur Dokolo, il y a la question scientifique, il y a la dimension spirituelle, il y a aussi la valeur monétaire par rapport à ces objets d'art. Où se situe votre combat?
Mona, je pourrais donc juste ajouter une chose qui reflèterait encore ces éléments que vous venez de citer. On répète souvent dans une précédente émission ici, M. Engels l'a dit et les autres participants l'ont remarqué, on dit aux Africains, mais en fait, ces objets d'art qu'on a pris en Europe, qu'on a pris en Afrique, ne vous appartenaient pas. On est parti prendre ce qui n'était à personne. Mais il y a beaucoup d'arguments, parce qu'on veut rentrer dans la liste des arguments fallacieux. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais d'un autre côté, si on les avait laissés sur place, vous les auriez perdus, ou vous n'en connaissez pas la valeur, etc. Je crois que ça, si on se limite à avoir un débat qui se pose dans ces termes-là, on risque de perdre ce qui pour moi est l'essentiel de l'opportunité qui est là aujourd'hui. Et il faut par exemple faire référence au geste qui a été fait par M. Macron, qui est exactement aux antipodes du geste qui, moi, a déclenché ma réaction négative par rapport à cette lettre du ministre français à son collègue béninois. Parce qu'effectivement, moi je pense que la culture aujourd'hui, elle est intéressante de plusieurs points de vue. Moi, je ne le vois pas comme une séparation, un peu un héritage qu'il faudrait se séparer. On a dit que ce sont des objets qui ont une importance universelle, mais c'est vrai qu'elles revêtent une importance particulière structurellement pour les pays et les peuples dont ils sont issus, dont ils sont les produits, mais aussi conjoncturellement, à un moment justement, on parlait d'un moment spécial du développement de l'Afrique et d'une volonté d'intégrer l'Afrique dans les circuits du monde, dans les circuits mondiaux. Et on dit souvent l'Afrique est exclue, représente 1% des transactions internationales, etc. Je pense que la culture, c'est une opportunité justement de revisiter cette relation entre les pays qui, dans un système capitaliste, est fait avant tout pas sur la solidarité, mais sur la concurrence. Et dans le domaine de la culture, c'est un endroit là où justement on peut arriver à se retrouver à mi-chemin. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire-là, c'est de voir par exemple comment est-ce qu'on peut contribuer, ou en résultat de ce débat-là, à faciliter par exemple la formation de jeunes Africains dans les métiers de la muséologie ou de l'africanisme. C'est intéressant de constater que les études en africanisme, aujourd'hui, c'est 1% d'Africains ou d'Afro-descendants. C'est 99% de gens qui n'ont pas trait à l'Afrique. Donc il y a une méconnaissance de l'Afrique par rapport à elle-même, et de ce point de vue-là, c'est important. Et puis du point de vue artistique, juste parce que moi, ma passion à la base, c'est l'art, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une approche de la pratique artistique dans certaines de nos traditions ancestrales qui est beaucoup plus, à mon sens, avant-gardiste et intéressante que même les pratiques contemporaines actuelles, universelles. Et donc il y a vraiment quelque chose à redécouvrir dans ce que Picasso appelait l'art puissant d'exorcisme, c'est-à-dire l'art qui ne représente pas les choses, mais l'art qui incarne les choses, qui n'identifie pas, mais qui s'identifie aux choses. Et je crois que tout ça, ça devrait être justement l'opportunité de redécouvrir ça, mais sous une forme de partage. Partage dans le sens de tous ensemble, un enrichissement collectif, et pas dans le sens de partage, de séparation de quelque chose qui aurait une valeur. Ce que les Anglais diraient equal sharing. Exactement. Alors donc, Monsieur Sindika, on va faire voir un autre pan de votre vie. C'est vrai, vous êtes connu comme amateur d'art et vous y êtes donc pleinement. On peut dire des deux rives même du Congo, ou plus entre l'Angola et le Congo même. Mais vous êtes connu aujourd'hui comme étant un homme politique, d'où un certain engagement. Mais vers quelle direction ? Non, je pense que politique, c'est un mot qui fait un peu peur, et je pense qu'il faut aussi être... moi. Non, quand je dis politique, ça fait peur dans le sens de... Il y a un engagement public. Aujourd'hui, l'engagement public peut prendre plusieurs formes. Moi, j'ai choisi de m'engager dans la société civile parce que j'imagine que l'engagement dans la vie politique vise quand même comme objectif ou comme fin la conquête du pouvoir. Moi, aujourd'hui, c'est pas ce qui me... Je ne pense pas que ce soit ce dans quoi qui vous motive. Mais c'est pas là où je peux apporter ou faire changer les choses pour le mieux le plus possible pour mon pays. Moi, je suis congolais, je suis né zaïrois, j'ai un prénom, j'ai un post-nom, j'ai pas de prénom chrétien, je suis un résultat de l'authenticité moboutiste, c'est mon identité. Donc, moi aujourd'hui, mon engagement en politique, ou dans la vie publique, c'était plutôt parce que je me rends compte que mon pays est en train de basculer à la dérive.
Il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs conjoncturels et je pense qu'il est important que tous les secteurs de la société congolaise se sentent concernés et tous les partenaires du Congo se sentent concernés. Et il y a une situation aujourd'hui, malheureusement, là où les amis du Congo ne savent plus comment aider le Congo et là où les Congolais eux-mêmes ne savent plus comment prendre prise sur leur propre destin pour arriver à se sortir du cauchemar kabyliste. Et donc c'est là où justement, moi je suis heureux d'avoir pu être un initiateur pour le mouvement Les Congolais Debout, qui aujourd'hui travaille main dans la main avec le comité laïque de coordination, donc l'Église catholique, qui sont justement aujourd'hui en train d'insister pour que le débat sur l'avenir du Congo ne soit pas un débat sur les personnes ou sur le boutiquage politique, mais un principe sur les valeurs, sur les principes, et qui remettent l'intérêt du Congolais au centre du débat. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. On va laisser peut-être le dernier mot à M. Frank Engel, qui est sollicité sur un autre plateau. Un dernier mot sur le Congo ou sur la restitution? Sur le Congo, sur l'engagement sur le Congo, maintenant, allons-y. J'ai lâché le mot Kabila, donc allez-y. Sur l'engagement de M. Sindika Dokolo pour son pays de naissance. Je salue cet engagement, tout comme je salue l'engagement de tous ceux qui croient en la nécessité et la possibilité d'un avenir normal pour le Congo. À la fin du compte, je crois que ce pays ne mérite rien d'autre que, enfin, la normalité. Ce n'était pas la normalité sous Mobutu, ce n'est depuis longtemps plus la normalité sous la famille Kabila numéro 1 et numéro 2. Peut-être le moment arrivera-t-il, peut-être arrivera-t-il même à la fin de l'année si les échéances sont tenues, ou sous l'impulsion de la volonté des gens d'en venir finalement à habiter un pays normal, dans des circonstances normales et entrer normalement dans la modernité, ils puissent le faire sans qu'il y ait encore des millions de morts. Je ne veux pas sur ce plateau politiser plus que cela, mais c'est ce que je souhaite. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui y œuvrent. Merci. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Monsieur Dokolo, vous êtes le bienvenu dans une prochaine émission Africa Europa pour partager vos souhaits avec l'Europe et aussi par rapport à tous ceux qui portent votre cause. Donc merci Monsieur Frank Engel et à très bientôt sur Africa Europa.